Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 3 novembre. C'est officiel, les villes de Monaco et Dolce-Acqua sont jumelées. Cérémonie ce matin à la mairie et au Palais Princier, puis cet après-midi en Italie. Georges Marsan sera notre invité. Vous avez envie d'arrêter de fumer? Le mois sans tabac peut vous aider. Nous ferons le point avec le directeur de l'Action sanitaire, Alexandre Bordero, et nous écouterons les conseils d'Elena Monea, pneumologue et tabacologue. Nous parlerons aussi basket avec la victoire de la Rocca Team face à Milan en Euroleague et foot avec les premiers mots de la nouvelle recrue, Kassoum Ouattara. Notre série Ceux qui font Monaco, le One Love Café nous a ouvert ses portes. Un nouveau concept inédit et décoiffant, vous le verrez. Et puis la saison de l'opéra est lancée, le Requiem de Verdi a résonné hier soir au Grimaldi Forum. À la baguette Kazuki Yamada, nous y étions, reportage dans ce journal. Avant de développer ces titres, une image. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est vu remettre l'ordre suprême de la très sainte Annonciade par son Altesse Royale le Prince Emmanuel Philibert de Savoie. La cérémonie s'est déroulée hier soir au Palais. Cet ordre créé au XIVe siècle est le plus grand honneur de la maison de Savoie. Autre événement à la une de l'actualité, après Ostende et Luciana, la ville de Monaco est désormais jumelée avec Dolce-Acqua. Plusieurs cérémonies ont rythmé cette journée, le reportage de Christine Tomel. Un jumelage qui revêt une particularité rarissime après avoir été jumelé en 1958 avec Ostende en Belgique et avec Luciana en Corse en 2009. La principauté de Monaco vient donc de signer ce matin avec la commune italienne de Dolce-Acqua son troisième jumelage. Les liens qui unissent Monaco à Dolce-Acqua remontent à fort bien longtemps, à 1491 précisément, lorsque Luc Doria épouse Françoise Grimaldi. Il existe donc une relation personnelle entre les deux grandes familles génoises qui partagent aujourd'hui une histoire commune, des attaches économiques et les mêmes valeurs. Negli anni 60-70, quando c'è stato il boom economico di Monaco, tante nostre famiglie hanno trovato lavoro a Monaco e ancora oggi tanti lavorano a Monaco. Quindi c'è un legame economico e poi ma dopo la visita 10 anni fa del principe Alberto è nato un legame più stretto col Principato e con gli organi politici del Principato e questo ci ha permesso di creare questa relazione e arrivare a questo grande evento per noi. Ce jumelage servira donc à tisser des liens étroits entre les deux communes afin de coopérer plus étroitement, notamment dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l'art, du tourisme, de la gastronomie et du sport. Après avoir signé le serment de jumelage à la mairie de Monaco, accompagné des autorités monégasques et italiennes, le prince souverain et ses 65 invités se sont rendus au Palais Princier pour assister à une cérémonie officielle lors de laquelle les maires ont remis les documents de jumelage à la princesse Charlène et le prince Albert II a procédé à l'affranchissement d'un timbre en mémoire de cette journée. Et vous pourrez voir demain dans notre journal le dernier acte de ces cérémonies en Italie. Nos équipes sont sur place. Avant ce déplacement, le maire de Monaco, Georges Marsan, s'est confié à Fabien Bonilla. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Ce vendredi, c'est une journée exceptionnelle pour la mairie parce qu'il y a très peu de jumelages en principauté. Jusqu'à présent, il y avait Ostende et Luciana. Comment est né ce nouveau jumelage ? Alors, ce nouveau jumelage, comme vous le dites, il y a très peu de jumelages à Monaco, puisqu'en fait, les jumelages en Europe sont nés après la guerre, justement puisque les pays d'Europe et les villes d'Europe avaient été meurtries par la guerre. C'était pour refaire des rapports de fraternité et d'amitié entre les villes. Donc, la première ville, ça a été Ostende en 1958. Où on avait des rapports communs. Ensuite, la ville de Luciana, qui a été faite en 2009, et aujourd'hui, Dolce-Acqua. Alors, Dolce-Acqua, c'est un petit peu particulier, puisque historiquement, il y avait des rapports personnels entre deux grandes familles ligures, oui. Les Grimaldi, depuis 1297 sur le Rocher, et les Doria. Qui avaient leur château au-dessus de leur terre de Dolce-Acqua. Et les rapports humains, c'est important pour vous en tant que maire, qu'il y ait ce jumelage avec cette ville italienne ?
Oui, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons très peu de jumelage. Parce qu'un jumelage, pour nous, on a, vous savez, 141 nationalités à Monaco. On a eu ce jumelage historique avec Ostende. Et après, donc, on souhaitait se jumeler avec la France. Et les Italiens sont les deux plus importantes communautés avec les Monégasques à Monaco. Donc, ça a été fait avec la Corse, avec la France. Et aujourd'hui, il fallait vraiment, c'est important pour nous de se jumeler avec nos amis italiens, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Et ce jumelage, ça s'est matérialisé comment concrètement ? Alors aujourd'hui, évidemment, nous avons eu la signature en mairie de Monaco du serment du jumelage. Dans l'après-midi à Dolce Acqua. Et nous, la mairie de Monaco a offert, entre guillemets, bien évidemment, une bouture du parc Princesse Antoinette d'un olivier symbolisant à Dolce Acqua, qui va être planté à Dolce Acqua, symbolisant donc ce jumelage. Et la deuxième chose, nous avons offert également l'orgue de l'Académie Irénée III, qui est aujourd'hui donc dans l'église à Dolce Acqua, et avec laquelle nous avons joué des morceaux aujourd'hui, dans l'après-midi. Monaco et Dolce Acqua sont désormais jumelés, mais depuis pas mal de temps, des liens ont déjà été tissés. Alors historique, ça vous l'avez dit, mais très récemment, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu une soirée au marché de la Condamine, il y a eu le pique-nique des Monégasques où il y a eu un stand avec le maire de Dolce Acqua qui s'est retroussé les manches d'ailleurs. Il y a eu un rassemblement de motards. Il y a déjà des liens qui sont tissés. Oui, il y a plein de choses. Alors, parce que le jumelage, qu'est-ce que c'est ? C'est de la coopération dans tous les domaines. Évidemment, le patrimoine, la culture, le sport, puisqu'on a fait depuis quelques années, bien avant la lettre d'intention du maire de Dolce Acqua de se jumeler, on a eu quand même le Riviera Electric Challenge, le e-rally, le sport, le paddle, le tennis, le football, donc plein de choses que nous avons en commun. L'après-jumelage, ce n'est pas juste une signature, hein, il y a des liens qui se tissent après. Par exemple, au stand des Luciana, vous gardez des liens ? Alors, Luciana, bien entendu, nous gardons des liens parce qu'ils participent de manière récurrente à la scène des votes. Il ne faut pas oublier que le prince Albert est allé en 2022 inaugurer le musée Régnier III. Et nous y étions, oui. Beaucoup de contacts dans le domaine culturel, le domaine sportif depuis des années. Avec Ostende, l'année prochaine, puisque nous avons signé en 1964 le jumelage à Monaco. Date anniversaire, ils vont venir sur Monaco. Aujourd'hui, et encore demain, demeurera le maire d'Ostende, qui est venu en visite pour le jumelage. Je veux rajouter quand même par rapport à Ostende que nous fêtons chaque année avec le consulat de Belgique, au mois de juillet, la fête nationale belge, et le 11 novembre, la fête du 11 novembre, donc les célébrations du 11 novembre au monument du prince Albert de Belgique. Absolument. À Monaco et Dolce Acqua, désormais ville jumelée depuis ce vendredi. Georges Marsan, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Vous avez peut-être pris en ce mois de novembre une bonne résolution, celle d'arrêter de fumer. C'est le 3e jour du mois sans tabac. Et si vous n'avez pas allumé de cigarette depuis le début du mois, c'est déjà une première victoire. Tous les acteurs sont en tout cas mobilisés en principauté pour vous aider. On fait le point sur les actions menées tout au long de l'année avec Alexandre Bordero, le directeur de l'action sanitaire. Au-delà de ça, cette campagne ponctuelle d'un mois, il y a quand même tout au long de l'année un certain nombre d'actions qui sont faites au niveau des écoles avec la tabacologue du CHPG, et aussi au niveau de l'Office de la médecine du travail, il y a toujours une sensibilisation. Il y a aussi des mesures législatives, puisque vous savez qu'à Monaco, il est interdit de fumer dans un certain nombre de lieux publics, interdiction qui a été étendue aux plages l'an dernier. Cette année, normalement, il va y avoir une loi pour interdire la vente de la puff, la fameuse cigarette électronique à usage unique,
qui est en fait une voie d'entrée pour les jeunes dans le tabagisme. Et donc on essaye tout au long de l'année d'avoir des actions plus ponctuelles de sensibilisation auprès de certaines populations. Et on continue de parler de ce mois sans tabac avec le docteur Elena Monea. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pneumologue, tabacologue au centre hospitalier Princesse Grasse. Un mois sans tabac multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Pourquoi ce premier mois est-il si important? Parce que pour faire un sevrage tabagique, ça ne suffit pas seulement d'avoir une forte motivation de le faire. Il y a pour chaque fumeur un seuil de dépendance nicotinique. Et en plus, il y a une mémoire neuronale qui est spécifique à chaque personne. Et quand un fumeur va arrêter le tabagisme, lui sera un ex-fumeur, ne sera pas un non-fumeur. Parce que chaque fois quand, par difficulté, va reprendre une cigarette, cette seuil, cette mémoire neuronale va se réveiller et il va devenir de nouveau un fumeur. Donc, il devait être soutenu dans son démarche par ses proches et par les professionnels de santé. Donc, les professionnels, que sera un tabacologue, que sera un diététicien, un psychologue, il peut être conseillé de façon adaptée et personnalisée pour faire le mieux et pour améliorer ce syndrome de manque qui amène assez souvent à la récidive. Alors vous évoquiez à l'instant les substituts nicotiniques. Ils peuvent être effectivement de sérieux alliés quand on arrête de fumer. Sous quelle forme peut-on les utiliser? Ils sont des très bons alliés. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut proposer à nos patients. En lui donnant un peu de nicotine, au moment du début du sévrage, le syndrome de manque sera beaucoup moins fort. Donc, le patient sera moins angoissé. Il va pouvoir maîtriser mieux l'angoisse. Il va pouvoir maîtriser mieux les situations de stress. Pourquoi? Parce que ce récepteur reçoit une petite quantité de nicotine et progressivement, ils vont s'adapter à la quantité. Et ces substituts à la nicotine ne sont pas nocifs, vous nous le confirmez, hein? Exactement. Si l'utilisation est faite de façon judicieuse et adaptée aux besoins, donc à la dépendance de chaque fumeur, ça peut lui servir. Un conseil pour tous ceux qui ont commencé ce mois sans tabac? Donc, d'être courageux. En premier, je les félicite. La décision de faire ce pas, c'est pas aussi facile, mais une fois que la décision elle est prise, de penser qu'ils ne sont pas toutes seuls, que ceux qui les entourent et qui les aiment, ils vont le soutenir. Et à côté, on est tous ceux qui ont est engagés dans cette campagne de sévrage tabagique pendant le mois de novembre, comme toute l'année, qu'ils peuvent nous appeler au cas où s'ils sont en difficulté. N'hésitez pas. Sachez qu'il y a plusieurs moyens qu'un conseil par une personne, un professionnel de santé, que sera psychologue, tabacologue ou diététicienne, un médecin traitant ou le pharmacien, peut aider beaucoup dans des moments difficiles. Et un message pour ceux qui n'ont pas encore tenté d'arrêter? C'est jamais tard pour arrêter le tabac. À tout âge, c'est important de l'arrêter. Plus tôt on l'arrête, mieux c'est. Mais c'est jamais tard.
Et c'est un acheminement personnel à faire, mais une fois qu'ils vont décider, ils vont construire beaucoup pour leur santé et la famille. Ouais, il n'est jamais trop tard pour arrêter, c'est ce que l'on retiendra de cette interview. Merci, Dr Elena Monea. Avec plaisir. Direction à présent le centre cardio-thoracique pour la 34e journée internationale consacrée à la pathologie des artères coronaires. Des experts internationaux font le point sur les dernières avancées et découvertes. Vanessa Dessy et Olivier Bonello sont sur place. C'est une excellente question, je pense. C'est un rendez-vous d'excellence à l'image du centre cardio-thoracique qui a forgé sa notoriété depuis 35 ans sur l'expertise médico-chirurgicale. La 34e journée internationale du centre cardio-thoracique de Monaco a réuni des experts européens et nord-américains afin de faire le point sur leur expérience et les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour une thérapeutique adaptée. Une centaine de spécialistes a assisté à cette journée d'information primordiale en raison du développement des maladies cardiovasculaires. Rien de plus banal que la pathologie coronarienne, puisque c'est quand même la première cause de mortalité dans les pays développés. Rien de plus banal, mais rien de plus difficile que de diagnostiquer, que de traiter cette maladie coronarienne, parce que chaque personne est différente, parce que la pathologie évolue de manière différente. Alors ces genres de réunions permettent de faire venir des gens d'Europe, d'Amérique du Nord, de confronter nos idées et surtout de confronter nos résultats et nos techniques pour en tirer la quintessence de ce qui peut être donné aux malades coronariens. Le thème de cette journée internationale était tourné vers la pathologie des artères coronaires. Cette dernière est la première cause de mortalité dans les pays industrialisés et la plus fréquente des maladies cardiovasculaires. Il existe aujourd'hui 2 types de facteurs de risque. Il y a 2 types de facteurs de risque, ceux sur lesquels on peut agir et ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Ceux sur lesquels on peut agir, il y a l'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète, le surpoids, la sédentarité. Ce sont des facteurs de risque sur lesquels qu'on peut traiter, ou alors en faisant de l'exercice, perdre du poids, avoir une meilleure hygiène de vie. Et il y a 2 facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, c'est ce que nos parents nous ont transmis dans les gènes, ce qu'on appelle l'hérédité, et qui a une part prépondérante au niveau de la maladie coronarienne, et le stress. Alors le stress, c'est difficilement palpable. Un bilan très complet sur la pathologie des artères coronaires a été dressé en fin de journée. Des outils diagnostiques et les dernières avancées sur les traitements étaient au cœur des discussions. Les sports avec d'abord du basket, 4e succès d'affilée pour la Roca Team en Euroleague. Une victoire dans la douleur, 72-66 sur le parquet de Milan, grâce à une défense solide et un Mike James décisif. Pas le temps de souffler, prochain match dès demain à Nancy en Betclic Elite. Football, après les premiers dribbles, les premiers mots de Kassoum Ouattara, la nouvelle recrue de l'ASM. Jeune latéral gauche de 19 ans en provenance d'Amiens. Il évoluait jusqu'à présent en Ligue 2, mais fait partie des jeunes espoirs français. On l'écoute. Quand tu viens dans un des meilleurs clubs français, tu sais que ça sera différent. C'est différent de ce que j'ai connu avant, ce qui est tout à fait normal, je pense. Maintenant, dans l'équipe, il n'y a que des grands joueurs, il n'y a que des joueurs expérimentés, il n'y a que des joueurs sur qui on peut apprendre. Donc, je n'ai pas de nom particulier à citer, mais le groupe en général, c'est de très bonne qualité, de très bons joueurs. Et quand tu arrives dans un groupe comme ça, tu es obligé de t'adapter au plus vite pour être le plus performant. À l'AS Monaco, on a aujourd'hui une philosophie qui fait qu'on est beaucoup porté vers l'avant. On attaque beaucoup, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me plaît, que j'ai dans le sang. Donc avoir cette philosophie-là d'attaquer, d'être offensif, ça m'a forcément convaincu et ça m'a forcément donné envie de rejoindre ce club. Kassoum Ouattara qui fera peut-être ses débuts dimanche au Stade Louis II. Monaco reçoit Brest. Si vous aimez la boxe, ne ratez pas demain le Monte Carlo Showdown, un rendez-vous incontournable de boxe anglaise qui se déroulera au Casino. Le Gallois Joe Cordina défendra notamment son titre de champion du monde des poids superplumes face à l'Américain Edouard Vasquez.
La saison de l'opéra est bel et bien lancée. C'était hier soir, exceptionnellement au Grimaldi Forum, devant une salle archi-comble. Au programme, la messe de Requiem de Verdi. Cecilia Bartoli a choisi cette pièce où interviennent toutes les forces musicales de la principauté. Orchestre philharmonique, chœur de l'opéra et un quatuor de solistes de réputation internationale. Le tout dirigé par Kazuki Yamada. Le reportage de José Sacré. Œuvre sublime aux proportions et au souffle titanesque. La Messa de Requiem de Verdi devait être dirigée par l'un des plus grands spécialistes de l'œuvre, Daniel Barenboim, mais celui-ci souffrant a dû annuler sa participation à ce concert. C'est le maestro Kazuki Yamada qui, presque au pied levé, a dirigé ce monument de la musique. From my point, nobody can do the replacement of the Maestro Barenboim. Nobody can do like that. That means I have to try to do my best as my own way, and then I think it's going well. And then there are a great cast, great choir, great orchestra. It will be the great, but such a pleasure the replacement of the Maestro Barenboim. This music is in church, like that, and then it's always I'm thinking about how to connect from the earth to the heaven somehow. People can say like opera, like symphonic, but for me it's not like that, not this question. For me it's just one great masterpiece as church music. Près de 200 artistes étaient présents sur scène, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Chœur de l'Opéra et un quatuor de solistes d'exception, Marina Rebecca soprano, Ekaterina Semenchuk mezzo, Michael Speer ténor et Erwin Schrott basse. We can enjoy to create music together, and I'm so happy to be on the podium this time like that, and then great soloist, choir, orchestra to be together like that. It's incredible things. It's a kind of to be together is kind of the miracle. Notre série à présent, ceux qui font Monaco. Direction ce soir le One Love Café. Nous avons rencontré son gérant, Christophe Donati, bien connu pour ses talents de DJ, un peu moins pour l'instant pour sa nouvelle activité. Le reportage Tout sauf Barban de Christina Tomel. Oui, et aujourd'hui, c'est un tout nouveau concept qui vient d'ouvrir en Principauté que nous souhaitions vous présenter. Le One Love Café vient d'ouvrir ses portes il y a seulement un mois en face du lycée technique et hôtelier de Monaco. Alors, vous allez le voir, un concept inédit en Principauté. En quelque sorte, c'est un peu le barbier qui vous invite à sa table. Le concept One Love Café, à la base, ça remonte déjà depuis 2017 à Nice. Avec le One Love Café Nice qui a été ouvert par Florian Baquet. Mais avant tout ça, il y a tout le concept One Love avec Maison One Love qui a été créé en 2013 par Kevin, le frère de Florian Baquet, qui a ouvert tout ça tout seul en fait. Donc il a commencé par le Maison One Love, après ça s'est suivi au One Love Garage qui est juste à côté. Il a continué avec le One Love Labo et après en 2017 son frère l'a rejoint pour la franchise, on va dire entre guillemets la franchise One Love, avec le One Love Café. L'idée, elle vient que j'ai vécu 5 ans à Dubaï. J'avais déjà vu des concepts que barbier, concepts que café. Et c'est vrai que quand je suis revenu de Dubaï en 2018, je suis allé voir Florian
au One Love à Nice. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on ouvre quelque chose comme ça à Monaco. Le concept One Love, tout simplement, le One Love Café Monaco, c'est un salon de barbier, coiffeur, homme, et un snacking. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez du côté du barbier? Alors du barbier, des coupes hommes, du dégradé américain. On fait aussi des prestations un petit peu plus au cas par cas, avec ce qu'on va commencer là au mois de novembre, avec des épilations à la cire, traitement de la peau, voilà, à peu près un peu tout pour l'homme, on va dire. Et puis côté restauration, vous proposez des snackings également, des déjeuners? Alors oui, on fait. Alors nous, on est plus spécialisé dans des sandwichs. Le matin, à partir de 10h, on propose des tartines avec des tartines avocat, saumon, avocat, œuf, avocat pancetta. Donc on aime bien aussi prendre des produits italiens. Et après, de midi à 15h, on a notre carte de sandwich qu'on fait. Tout est préparé maison. On se fournit en pain brioché de chez Cola Greco, de chez Mitron Bakery. Et voilà, on a aussi des suggestions. J'ai la barbe depuis à peu près 13-14 ans, donc je me la fais sur moi. Je l'ai eue beaucoup plus longue et parce que c'est un plaisir. J'ai pas forcément beaucoup de cheveux, donc c'est vrai que j'entretiens un peu plus la barbe que les cheveux. Mais voilà, c'est vraiment surtout pour le plaisir de prendre soin de soi et aussi de pouvoir avoir une belle clientèle un petit peu variée. Vous l'aurez donc compris, le One Love Café est un concept inédit qui vient d'ouvrir en Principauté. L'établissement vous invite du mardi au samedi de 10h à 19h pour vous faire bien sûr tailler la barbe ou alors tout simplement, messieurs, vous pouvez également adopter une coiffure tendance actuellement ou alors tout simplement déjeuner ou manger un sandwich ou pourquoi pas faire tout en même temps. Vous l'avez peut-être ressenti aujourd'hui au travail ou dans la rue, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Un concept lancé dans les années 60 au Japon, prônant la délicatesse, l'empathie et la bienveillance. Vanessa Dessy n'a rencontré aujourd'hui que des personnes gentilles, la preuve en images. Je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faut être finalement gentil tous les jours, pas qu'aujourd'hui. On essaye de l'être tous les jours. Tout le monde a le gros sourire, tout le monde arrête pour qu'on traverse. C'était vraiment gentil. C'est génial. Bah écoutez, regardez, on est chez Dior et vous aurez plein de gens gentils. C'est une bonne journée du coup, alors si ça se passe comme ça, très bien. Tous les jours. Voilà, c'est tout. Tous les jours, on est gentil. Faut donner de la bonté aux gens qui en ont pas forcément, je sais pas exactement, mais c'est une belle journée. C'est génial. C'est une bonne chose de mettre à l'honneur la gentillesse, je pense. C'est des petites attentions qui font plaisir et c'est une bonne chose qu'on ait une journée attitrée. C'est beau déjà qu'il y ait une journée consacrée à cela. C'est la première fois que j'entends parler, mais oui, ça fait du bien. Effectivement, ça fait toujours du bien. On retrouve justement Vanessa pour la météo. Bonsoir Vanessa, changement de temps demain. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Le soleil disparaîtra ce samedi pour laisser place à un temps assez couvert durant la journée avec un risque de pluie. Les températures seront en baisse, elles oscilleront de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h08 et se couchera à 17h19. Et bonne fête à tous les Charles. Merci Vanessa. On se quitte comme chaque soir en photo. Ce soir, celle du Musée du Timbre qui propose une exposition dédiée aux monnaies du Valentinois. Exposition inaugurée hier par le Prince souverain et qui se tient jusqu'à dimanche. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain.